se joindre à nous, mais je pense qu'ils pourront se joindre à nous pendant que nous avons commencé. Bonne nouvelle, cette session est en train de s'enregistrer et est en diffusion simultanée sur YouTube, sur la chaîne de Technologia. Donc, bienvenue les revenants et bienvenue les nouveaux. C'est un plaisir. À date, vraiment, les gens de Technologia ont été super à préparer ça. C'est depuis mai qu'on prévoit notre formation qu'on a lancée en novembre et ça au webinaire aussi. Donc, bienvenue, bienvenue. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Houman Taravati, ça fait je dirais c'est rendu 3 décennies, à peu près 25 ans que je suis dans le domaine de numérisation, si on veut l'appeler, mais d'implantation technologique dans le cadre de transformation de la fonction finance et trésorerie. Et comme vous verrez dans la présentation, évidemment, au-delà des soucis des comptables et des trésoriers, vous allez voir que tout ce qui se passe dans l'entreprise, il y a un impact financier et il y a un impact cash. Donc, on regardera aussi ça. Je suis allé un peu puiser à partir de plusieurs sources. Donc, on va trouver des éléments qui sont de nature applicable aux services financiers, aux manufacturiers. On va regarder un peu ce qui s'est fait au niveau d'académique, au niveau gouvernemental et aussi au niveau du privé, entreprises cotées à la bourse ou encore à capital privé. Donc, on va faire le tour de à peu près tout le chemin. J'ai commencé ma carrière au sein de Arthur Andersen. Donc, dans le temps, j'avais une double compétence de McGill en comptabilité et MIS. Donc, toute ma vie, j'ai été bilingue technologie et comptabilité. Donc c'est sûr que ce sujet, c'est un sujet qui me passionne. C'est presque la seule chose que je connais. Donc écoutez, j'ai eu beaucoup d'opportunités de travailler sur des grands projets d'envergure internationale et locale et régionale. Donc, on pourra dresser un peu le portrait de toutes les, de tout ce que j'ai vu à date dans le domaine de la transformation numérique de la fonction finance et trésorerie. J'ai eu la chance de faire ça pour des grandes firmes, comme je disais, et chez des grandes boîtes, dont beaucoup de contenu s'est aussi inspiré de ce parcours. Donc, vous allez retrouver des éléments que Andersen et Accenture ont mis en valeur, des éléments qu'on va voir que Deloitte a mis en valeur, des éléments qui arrivent d'un peu partout et des projets qu'on a eu dans le parcours. Donc, je suis sur LinkedIn et si jamais ça vous tente de parler davantage de projets spécifiques sur lesquels j'ai travaillé, des leçons apprises, écoutez, je suis toujours disponible. Au-delà du domaine professionnel, je suis très impliqué aussi avec l'UQAM. Je suis un mentor à l'Université McGill et je suis un juge du programme de leadership stratégique pour l'Ordre des CPA du Québec. Donc, j'ai toujours le plaisir d'échanger avec mes pairs, de faire du mentorat pour la relève et je demeure disponible pour aider et traverser des transformations complexes au sein des entreprises québécoises et internationales. Donc aujourd'hui, ce qu'on va adresser, c'est tout ce qui est le domaine de la transformation numérique et je veux juste vous dire que ça ne date pas de hier soir, ça ne date pas des apps de iPhone. La transformation numérique, c'est venu avec l'avènement des ordinateurs. Et vraiment, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, sérieusement, que surtout les académiciens en Amérique du Nord se sont penchés sur tout ce qui était l'automatisation du calcul numérique. Et, euh, et évidemment, c'était toutes les machines, c'était des grandes machines qui essayaient de faire des calculs électronique et commençait déjà à faire des simulations techniques. Et dès le début, étant donné que c'était le gouvernement et le monde académique qui étaient impliqués, les éléments de cryptographie, les normes de chiffrement sont apparus. Et au fur et à mesure qu'il y avait de la robustesse qui se construisait autour des procédés de numérisation du calcul à ce temps-là, le computer, le calculateur, donc ça vient de là. Donc, on avait déjà vu les industriels qui voulaient voir comment on pourrait tirer bénéfice de ça et la robotisation des processus industriels a commencé à prendre de l'ampleur. Donc, déjà en 61, GM avait des robots
des prototypes, mais c'était déjà assez répandu à partir de la mi-soixantaine, 65, et 69, Ford aussi avait son vrai robot opérationnel. Et entre-temps, n'oubliez pas que nous avions tous les aspects de implication gouvernementale et militaire. Et ce que vous connaissez aujourd'hui, la façon que vous vous promenez, la façon que Uber vous amène quelque part où on vous ramène de la bouffe pendant le confinement, ben, ça sourçait avec la géolocalisation par satellite que le gouvernement américain, le ministère de Défense des États-Unis, en 73, avait déjà, avec les premiers satellites, instauré. Ça s'appelle un Navstar GPS. Et c'est ce qui existe jusqu'à de nos jours et que ça a été commercialisé après. Donc, le processus, c'est toujours l'Académie fait des recherches, le gouvernement s'en mêle pour s'assurer que les intérêts nationaux de cette connaissance sont gardés. On amène la sécurité autour et après, on commence à avoir des applications industrielles. Donc, depuis ce temps-là, des commandes et contrôles des processus industriels, la robotisation avancée des processus. Et ce qui est surtout important, c'est que dès lors, dans la fin des années 60, on avait déjà été capable de mettre des puces, des informations sur les machines pour faire des diagnostics de santé des équipements et la gestion des flottes qui découlent de tout ce qu'on avait du système de GPS qu'on avait déjà créé. Tout ça pour nous amener, surtout pour l'intérêt pour nous Québécois ici, au niveau de l'industrie minière, on avait déjà des forages automatisés à distance, des chargements et déchargements des navires par engins sur roues dirigés à distance chez Alcan, chez Secal dans le temps. Et c'est dès lors qu'on a vu se développer les outils MRP, qui sont l'ancêtre de nos ERP, Manufacturing Resource Planning, donc toute la planification des commandes, donc des commandes automatiques, mais aussi au niveau de la gestion des actifs, la prévention prédictive des actifs industriels lourds. Donc, et là, aujourd'hui, nous y sommes, ce n'est pas fini. On arrive à tout ce qui est les optimisations, les simulations, les visualisations d'informations actionnables, Decision Support Systems, tout ce qui nous met toutes les informations d'ailleurs pour être capable de prendre des décisions informées et de plus en plus des analyses et exécutions prédictives, donc même l'exécution au-delà de juste l'analyse. Et ce qu'on voit maintenant avec les drones, les camions autonomes qui circulent, on a aussi des usines et des entrepôts qui sont obscurs. Il y a des compagnies de sucre, il y a des compagnies de ciment que vous connaissez, on nommera pas, qui sont capables d'opérer 100 personnes, totalement robotisées. Donc, tout ça, c'est vraiment beau. C'est dans le domaine industriel. C'est quoi l'impact pour la finance, la trésorerie? Donc, ne soyons pas surpris. Déjà, en 1953, le GE voulait se pencher pour voir, ils avaient déjà robotisé, ils avaient déjà, pas robotisé, mais ils avaient déjà des machines informatiques, mais ils voulaient savoir, est-ce qu'on peut utiliser ces nouveaux compteurs, computers, ces nouveaux engins électroniques, est-ce qu'on peut les appliquer? Est-ce qu'on peut trouver une justification viable économiquement pour l'appliquer au sein de la comptabilité et administration? Et vous pouvez penser à toutes les mainframes, les fiches de calcul, à toutes les applications qui ont fait après la paye, tous les services financiers, comment que tout ça. Ben, écoutez, ça a commencé en 1953 avec les ancêtres de Accenture, qui dans le temps, c'était Arthur Andersen, la division de Management Information Consulting. Tout ça pour dire qu'on a toujours cherché à appliquer l'électronique, le numérique dans le domaine des affaires et surtout en finance et la trésorerie. En passant, pour des fois, on dit digital, digital. En français, digital, c'est tout ce qui a trait avec les doigts. Pour ce qui est digital transformation, si vous voulez traduire ça, pas utiliser un anglicisme, c'est vraiment une transformation numérique. On fait de la numérisation, en tout cas, depuis au moins, comme on a dit, dans les années 50 jusqu'à aujourd'hui, mais surtout autour du dot-com, si vous vous souvenez, il y avait beaucoup de numérisation d'entreprises. Et vraiment, c'est quoi? C'est pas sorcier, c'est des changements organisationnels et opérationnels intégrant des nouvelles technologies afin d'augmenter la performance de l'entreprise par le biais du rendement de ses parties prenantes. Donc, simplement, on implante, c'est pas pour la technologie, c'est pas juste, on fait pas de la techno ou on fait pas de la numérisation parce qu'on tripe techno. C'est quoi le but? Le but, c'est de outiller les employés, les parties prenantes. Donc, c'est vraiment, on revient encore à l'humain,
à l'échange, la collaboration, la facilitation de travailler ensemble avec clients et fournisseurs. Donc, on veut améliorer le rendement des parties prenantes, OK, pour augmenter la performance de l'organisation. Et on fait ça en intégrant des nouvelles technologies pour améliorer nos procédés et notre organisation du travail. Donc, on retrouve les mêmes thèmes, rien de sorcier, ce n'est pas de la magie. Les gens, interaction, processus, intégration technologie pour faire mieux marcher le tout. Donc, comme tous les projets technologiques que vous êtes déjà familiers, que vous avez vus, que ce soit à l'université, au gouvernement, à l'entreprise, bientôt dans la famille. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que pour réussir votre virage numérique, première chose, c'est augmenter votre flexibilité, votre agilité organisationnelle. Donc, c'est une chose vouloir faire quelque chose, c'est une chose de dire qu'on veut faire de quoi, mais avez-vous les moyens? Avez-vous la capacité? Est-ce que votre organisation a cette agilité, a cette capacité d'entreprendre ce changement-là? Ensuite, il faut avoir une vision globale et comprendre le processus stratégique de bout à bout, incluant au-delà de votre, à travers toute la chaîne de valeur, au-delà de vos murs. Donc, il faut impliquer les clients, il faut impliquer les fournisseurs, il faut impliquer aussi les autres parties prenantes qui ont un intérêt. On voit un peu avec les dossiers environnementaux, avec l'ODEDUC, du gaz naturel. Il y a plein de décisions qu'on veut prendre, qu'on peut améliorer, mais il faut tenir toutes les parties prenantes au courant et impliquer pour qu'on réussisse. Et pour éliminer ces obstacles-là, il faut vraiment aligner les intérêts de tous, aligner les intérêts, les objectifs de tous, de l'organisation, avec les gens, avec tous les parties prenantes, au-delà des murs de l'entreprise à travers la chaîne de valeur. Et on remarquera, comme dans tout ce qu'on fait en entreprise, au gouvernement, les plus grands obstacles sont de l'ordre humain. La peur de l'inconnu, des employés qui sont déjà surtaxés, il y a un manque de collaboration, on a des œillères, on a des silos non communicants, on n'a pas tous les objectifs qui sont alignés. Et des conseils que je vous porterai après 25 ans dans le domaine, c'est de ne jamais sous-estimer la complexité des projets de transformation, des projets technologiques dans l'entreprise, tout ce qui touche de l'ordre humain. Ça se peut qu'au niveau technologique, ça ne soit pas complexe. D'ailleurs, c'est jamais complexe technologiquement. C'est le nombre de gens et d'implications et d'intérêts non alignés qui complexifie le tout. Quand j'entends quelqu'un qui me dit « Ah, je suis en train de mettre cette technologie chez nous, mais j'ai entendu que ça ne marche pas ailleurs à cause de ça. » C'est sûrement pas la technologie, c'est les gens qui viennent désaligner les projets parce qu'il n'y a pas alignement avec des intérêts et que tout le monde n'est pas impliqué adéquatement pour bien configurer, si on veut, le projet à l'ordre plus global. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut bien cadrer l'étendue du changement, qu'est-ce qu'on veut faire, l'ambition, et penser à tous ces impacts, une fois encore, au-delà de nos gens, mais aussi les gens avec qui on interagit. Nos clients, nos fournisseurs, nos banquiers, nos investisseurs, nos régulateurs. Donc, des changements peuvent être considérables et au-delà de ce qu'on avait imaginé au début. Et il risque d'avoir des interruptions qui découlent de ce qu'on veut entrevoir pour améliorer l'avenir. Il peut y avoir des risques sur nos opérations courantes et même sur la viabilité des entreprises. J'ai entendu des entreprises qui voulaient aller sur un nouveau logiciel type SAP dans le temps et qu'ils avaient des difficultés à faire rouler la machine et ils mettaient leur viabilité financière immédiate en péril parce qu'ils avaient mis des options trop tôt sans faire les bons tests, etc. Donc, il faut vraiment être toujours éveillé. Donc, capacité organisationnelle et humaine, très important à considérer parce qu'il va falloir adopter, quand on veut adopter cette technologie, ce n'est pas la technologie elle-même qui va régler tous les problèmes, il va falloir adapter nos processus, nos méthodes de travail, mais aussi aligner les gens, les amener, amener tous les parties prenantes à contribuer. Donc, au niveau de la culture de l'entreprise, il y a certaines préoccupations qu'il va falloir régler. C'est toute l'intention. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Donc, c'est peut-être clair dans la tête de la direction, c'est peut-être clair dans la tête du comité d'administration qui veut des changements, mais est-ce que c'est aussi clair pour tous les parties prenantes? Est-ce que c'est aussi clair pour tous les employés? Est-ce que on peut bien communiquer, mais si on n'a pas bien partagé notre intention de qu'est-ce qu'on veut faire avec ce projet-là, qu'est-ce qu'on veut comme résultat, c'est difficile d'aller chercher, demander l'engagement et leur contribution pour faire marcher. Et les comportements souhaités,
Si on veut que nos employés agissent d'une telle façon, ben, il faut qu'on mette you have to set the tone. Il faut qu'on ait ce standard-là, qu'on mette en place, qu'on se comporte d'une façon que les gens comprennent que c'est comme ça qu'on veut se comporter. Donc, si on a une ouverture au changement, ben, il faut aussi que la direction ait une ouverture au changement. Donc, il faut être flexible et adaptable pour montrer la façon pour que tout le monde puisse y arriver. Donc, quand on parle d'une approche basée sur les processus, écoutez, je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais les processus d'affaires à travers toute industrie, depuis les années 60, ont déjà été pas mal bien classifiés. Ce que je veux dire par là, c'est que l'American Productivity Quality Control Center, APQC, ils ont déjà catégorisé la plupart de tous les processus clés, les compétences fondamentales, les processus clés des entreprises et les processus de soutien à travers l'organisation. Et ils l'ont aussi adapté pour le service bancaire. Je sais, on s'en servait quand on était chez Desjardins ou la Banque nationale, on s'en servait chez Investissement PSP. Donc, c'est des méthodes de travail où la plupart de l'industrie des services financiers, d'abord, est très bien alignée. Et aussi, au niveau manufacturier, je sais que chez les bombardiers, les CAE, les gens qui travaillent dans l'aviation, ils sont aussi très au courant de la classification universelle des processus et leur déclinaison verticale dans les industries. D'habitude, le processus 1, partout, dans tout ce qu'on fait, que ce soit même du paragouvernemental ou gouvernemental, c'est le développement de la vision et de la stratégie. Celui-là, toute entreprise, tout organisme a ça. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le deuxième processus clé, c'est le développement de gestion développement et gestion des produits et services. C'est le cas pour tout type d'organisme. Donc, que ce soit les Nations Unies, que ce soit la municipalité, que ce soit Uber, que ce soit la compagnie que vous voulez, il y a toujours cet élément-là. Il y a la mise en vente, donc 3. 4, c'est la livraison des produits physiques et toutes les implications logistiques qu'on va regarder, quelles solutions qui existent pour chacune de ces processus qu'on parle aujourd'hui. La livraison des services, que ce soit physique ou non tangible, intangible. La gestion du service du client, donc l'implication. Et là, on prend les processus parce que quand on va arriver dans les solutions, on peut déjà imaginer un CRM s'appliquerait là, un système de gestion d'entreprise, un ERP s'appliquerait là, l'interface web, un Salesforce s'appliquerait là, etc. Donc, nous, étant donné qu'on va prendre dans cet exemple ici une approche beaucoup plus finance et trésorerie, les processus, je les ai vus d'habitude 8 ou 9, là, ça dépend de l'industrie qu'on est, mais globalement, dans le classification des processus, dans le cadre de classification des processus normalisés par l'APCQ, la gestion des ressources financières, incluant la trésorerie, se situe au processus 9. Et si on l'éclate, c'est sûr que c'est là qu'on a les processus de clôture des livres, gestion du grand livre, gestion jusqu'au reporting, préparation des rapports financiers. Donc, plein d'activités que tous les comptables font. Donc, on a tout le détail. Et on réalise que quand on parle de solutions et de numérisation, les grandes tendances présentement dans le domaine de fonctions, finances et trésorerie, et il y en a plusieurs dans le détail, mais d'habitude, ils se catégorisent dans ces 3 différentes catégories. De plus en plus, il y a une automatisation de la comptabilisation. J'ai une petite anecdote. Il y a quelques années, j'étais avec une associée qui allait prendre sa retraite. Elle avait le bureau de Ottawa. Puis on était avec les recrues et on avait des jeunes millennials qui sont venus nous présenter leur pyramide de comment on voulait inverser la pyramide pour faire moins du transactionnel et plus d'analyse. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça super savoureux. Mon associé d'Ottawa a dit écoute, ce triangle, ce pyramide, je l'ai inventé. Donc, cette promesse de réduire le transactionnel à la base pour faire plus d'analyse, pour être capable de faire des decision support au top de la pyramide, c'est depuis toujours qu'on a promis ça, depuis toujours qu'on cherche ça. Donc, le but, c'est d'automatiser la comptabilisation. De plus en plus de systèmes à travers l'organisation. Une fois que la comptabilité met en place les normes comptables et le grand livre, la charte, le plan comptable, donc la charte de compte en anglais comme anglicisme et plan comptable en français. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on est capable pour chaque événement dans l'organisation de générer
l'écriture comptable dans le système source, dans le système auxiliaire, dans le système de manufacturier, dans le système de livraison, dans le système d'entrepôt, pour que le grand livre ne reçoive que le gros, le résumé. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut prendre les règles, nos normes comptables, les diffuser à travers tous les processus de l'organisation pour que chaque événement, c'est une implication financière, c'est une implication comptable parce qu'il peut y avoir des implications financières sans qu'elles soient comptables. Donc, toute implication financière qui génère les entrées de journal, si on veut, l'aspect comptabilité, mais n'oubliez pas aussi qu'il y a des aspects financiers, monétaires, liquides. Donc, ce qu'on veut faire, c'est automatiser la comptabilisation. Donc, chaque événement génère une transaction et s'il est comptable, elle est comptabilisée à travers le flux de données qu'on va regarder des exemples un peu plus tard. Deuxième volet de regroupement de plusieurs projets en cours, surtout ce qu'on a remarqué depuis la pandémie, c'est de comment je peux avoir une meilleure visibilité actuelle et prévisionnelle sur ma viabilité financière, sur ma liquidité surtout, et cela à travers ma chaîne de valeur. Exemple concret, j'avais des clients avec des cotes de crédit, avec un comportement qui est dans mon système, qui marchait d'une telle façon, et au jour, que ce soit la crise du verglas ou que ce soit la pandémie qu'on a vécue ou qu'on vit, ben, ils n'agissent plus pareil. Ils ont des comportements différents. Ils payaient d'une façon avant, ils payent d'une autre façon maintenant. Donc, si je regarde ce que j'ai dans mon registre comme cote de crédit, elle n'est plus vraiment valide. Donc, comment je fais pour que mes systèmes soient à jour et qu'ils puissent m'aider à faire des prévisions de flux monétaires actuels et futurs avec le plus d'informations que je peux avoir. Donc, au-delà de ce que j'ai déjà dans mon système de gestion du client, dans mon gestion des produits, dans mes commandes, avec mon lien avec mes fournisseurs, comment je peux gérer d'avoir une meilleure visibilité de maintenant avec ces nouvelles informations-là, c'est quoi l'impact sur mon encaisse du monde d'aujourd'hui, sur 10 jours, sur 13 semaines, parce que 4 fois 13, c'est notre année financière, évidemment, et rolling forecast. Et cela à travers ma chaîne de valeur, non seulement mes clients, mais aussi mes fournisseurs. Est-ce que j'avais des fournisseurs qui étaient viables avant et que maintenant, avec des changements comme qui est arrivé dans la pandémie, je ne peux plus compter sur eux? Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'investis pour m'assurer qu'ils sont en vie parce que j'ai besoin d'eux et je dépends? Donc, toutes ces décisions-là qu'on ne prenait pas nécessairement avant et qu'on doit prendre dorénavant, ben, ça, c'est la deuxième catégorie où il y a beaucoup de projets où on va pouvoir creuser ensemble. Celui que j'ai pris aujourd'hui pour vous, pour l'éplucher, c'est tout ce qui est le domaine de la gestion de la trésorerie opérationnelle et stratégique. Donc, dans la trésorerie opérationnelle, les catégories, évidemment, c'est toute la gestion dynamique de la liquidité. Donc, s'assurer que ce que je vous ai donné comme exemple tantôt, on est capable de bien gérer ça. L'optimisation de fonds de roulement. Donc, comment j'utilise mieux mon inventaire, mes recevables, avec que ce soit du factoring, que ce soit du dynamic discounting, etc. Comment je peux agir, comment je peux aller chercher des systèmes, des solutions comme Kyriba qui me permettent de gérer les paiements avec les termes, comment je peux augmenter mes discounts, mes escomptes sur mes fournisseurs. Donc, tous ces programmes de me donner de l'agilité pour être capable de me autofinancer avec mes clients et fournisseurs. Donc, tout ça, c'est des choses qui ont émergé durant cette crise-là. Donc, autant au niveau de clients, autant au niveau de fournisseurs. Donc, impact sur la chaîne de valeur, la chaîne logistique, mais aussi sur notre capacité de vendre et notre crédit. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui comme exemple, c'est comment je peux mieux contrôler, rationaliser la connectivité avec diverses plateformes bancaires. Comme vous savez, la plupart des trésoriers ou des directeurs financiers ont fait affaire avec plusieurs banques. On a un syndicat de banques, on a une banque principale, mais on a d'autres banques. Si on est à l'international, on a des banques d'outre-mer, on a une banque américaine, on a un Bank of America, un Citibank, même si on est international, puis Desjardins ici. On peut travailler avec RBC ici, on peut travailler avec CIBC avec une ouverture sur Hong Kong. Donc, j'ai tellement de plateformes, tellement de comptes de banque. Comment je gère ça? Comment je suis capable d'avoir une vue globale, rapide, à l'instant? C'est l'exemple qu'on va regarder ensemble. Et tout ça, c'est pour savoir c'est quoi l'argent, c'est quoi le montant, c'est quoi les montants de liquidité que j'ai aujourd'hui sur moi
Est-ce que j'en ai assez pour demain? Est-ce que j'en ai un peu, est-ce que j'ai beaucoup plus de réserves? Est-ce que je peux les placer un peu en attendant que j'aille soit acquérir ma compétition que j'y pensais depuis un bout, acquérir mon fournisseur que j'y pense depuis un bout, ou bien j'ai besoin d'aller développer de la capacité, construire un nouvel entrepôt, etc. Donc, j'ai besoin d'avoir une meilleure visibilité, en tout cas une beaucoup meilleure que j'avais avant. Je vais prendre un exemple concret et je vais vous donner comment est-ce que je peux résoudre l'inefficacité et les risques d'erreur qui sont associés à ma gestion de quelque chose de relativement, qui devrait être simple, mais qui ne l'est pas, qui a rapport avec le nombre de comptes de banque et le nombre de relations bancaires que j'ai. Donc, écoutez, juste pensez à une entreprise relativement moyenne qui a un compte de banque pour ses opérations, qui a un compte de banque pour la paye, qui a un compte de banque pour ses opérations aux États-Unis, qui a un compte de banque avec ses fournisseurs en Chine, avec ses bureaux de vente en Europe, ça en fait pas mal. Donc, si je m'attends à ce que mes ressources financières et mes trésoriers soient capables d'accéder à ces comptes-là, d'être capables d'aller se connecter à chaque banque, une carte, un mot de passe, ça change. Les gens qui ne travaillent plus, qui ont encore accès, que je n'étais pas au courant, des risques de fraude, des risques juste le fait que j'ai jamais une vision complète et correcte de combien, c'est quoi mon encaisse. Donc, j'ai 6 étapes présentement. Il faut que je me connecte à chaque site de web de chaque banque ou chaque plateforme. Ils sont toutes différentes. Pas seulement ils sont de différentes couleurs, mais ils ont vraiment des différents protocoles des fois. Ils ont des états, ils ont des relevés de banque, relevés de compte pas toujours pareils. Il y en a qui sont en PDF, il y en a qui sont sur leur site, il y en a d'autres qui t'envoient par courriel. Donc, il faut que tu aies une équipe de trésorerie ou en tout cas l'équipe qui s'occupe de la trésorerie puisse aller chercher ces différents formats-là, les convertir sans trop faire de fautes dans le même format, de les mettre ensemble et juste là, après, on est rendu, je pense, à 4 heures de l'après-midi, être capable de prendre une décision qu'il fallait prendre avant-hier. Ça ne marche pas. Donc, surtout aujourd'hui, quand les choses vont plus vite, il va falloir trouver des solutions qui nous aident à améliorer. Et on veut des fois juste régler un problème, mais on a l'opportunité avec les solutions numériques d'en résoudre plusieurs interreliés. Donc, quelles sont les opportunités d'amélioration dans le processus que je veux améliorer? C'est quoi les impacts? Qui sont les intervenants? Quelles autres relations quels autres impacts il y a sur mes autres parties prenantes qui ne sont même pas au courant que leur processus est lié au mien à travers la même organisation? Imaginez, on ne sort même pas encore des murs, là. Donc, il y a des solutions qui peuvent m'aider à non seulement identifier quelles sont mes soldes en banque aujourd'hui, mais me permettre de faire mes prévisions, puis savoir ce que je dois payer, que ce soit des paiements pour fournisseurs ou employés. Et en plus, si je suis capable de mieux comptabiliser ces transactions bancaires, ces transactions de paiement, ces transactions d'investissement, ces transactions de dette, comment je peux réconcilier entre mes activités de trésorerie et la finance et la comptabilité, comment j'entretiens mes relations bancaires, comment je peux avoir un peu d'automatisation pour que les choses se règlent un peu, pour que je puisse même prendre le temps d'analyser mes frais bancaires. C'est incroyable ce qu'on paie en frais bancaires. Ce qu'on paie parce qu'on a plusieurs banques, parce qu'on se laisse des buffers dans des comptes, des petits coussins un peu partout, parce qu'on ne veut pas qu'il n'y en ait pas assez, mais en même temps, on paie des intérêts sur d'autres comptes parce qu'on a ces coussins-là qui sont répartis un peu partout. Comment qu'on gère ça? Et en plus, j'ai des normes, j'ai l'AMF à respecter, j'ai des normes bancaires, j'ai des normes, j'ai toutes les conformités, j'ai toutes les différentes dimensions de conformité à gérer aussi pour moi-même, pour mon entreprise, et des covenants pour mes banquiers. Donc, j'ai besoin de... Fait que là, on a pris un exemple ici, là, c'est juste un petit exemple, mais vous voyez tous les enjeux et toutes les implications. Donc, il y a des solutions. Et pour chacune des opportunités, chaque problème qu'on trouve, il y a des opportunités, il y a des solutions qu'on va trouver pour qu'on puisse voir comment ils sont applicables au sein de l'entreprise et de voir c'est quoi les impacts. Des fois, on veut régler quelque chose, mais il y a un impact négatif ailleurs. Donc, quand je veux transformer, quand je veux améliorer un processus, si je veux numériser le simple accès, la compilation de mes comptes de banque, oui, je vais peut-être faciliter les choses dans mon département, dans ma fonction, mais on veut toujours savoir c'est quoi le coût, c'est quoi les impacts avec les autres, c'est quoi les risques que je diminue ou que j'augmente, quels sont les différents leviers
pour ces bénéfices que je vais aller chercher. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de caractéristiques, autant au niveau du défi, des choses que je veux régler, mais autant qu'il y en a aussi au niveau des bénéfices que je vais aller chercher. Et ces bénéfices-là, ils peuvent s'étaler sur plusieurs années, mes dépenses vont se détaler sur plusieurs mois. Donc, si je fais un business case, je fais un écart d'affaires pour chaque changement que j'aimerais amener à l'entreprise pour le soumettre comme recommandation à la direction et au comité pour le faire approuver, mais il faudrait prendre le temps de regarder le processus, regarder les interventions humaines, regarder les systèmes, l'environnement technologique, qu'est-ce qu'il faut améliorer, et d'avoir une vue du tout pour savoir c'est quoi l'impact. Donc, la solution dans ce cas-là, on avait 6 étapes maintenant. Maintenant, on a des systèmes de gestion de trésorerie comme Kyriba, comme G-Treasury, où on est capable d'avoir une plateforme où il y a déjà des connectivités entre ces solutions-là qui existent avec des banques, où on a à fournir notre protocole, notre code d'entreprise, nos rôles bien définis et sécurisés pour accéder à tous les comptes bancaires au sein de toutes les différentes relations bancaires qu'on a, pour être capable d'automatiser ça pendant qu'on dort, pour que le matin, quand on rentre, qu'on ne règle que les exceptions, les états de compte qu'on n'a pas reçus, des erreurs, des problèmes de système, etc. Donc, on travaille sur l'exception. On travaille, au lieu de compiler ces chiffres-là, on travaille déjà à voir totalement où ce qui est notre position dans la caisse ce matin, avoir une vision sur le court terme, donc 10 jours, moyen terme, 13 semaines, et de voir les variations et les impacts de nos clients qui payent, nos fournisseurs qui doivent être payés, notre paye qui doit sortir, les investissements qu'on a faits, quand est-ce qu'on doit payer, est-ce qu'on peut les étaler, les dettes qu'on doit, comment on peut renégocier au jeu avec ça. Fait que tout ça, maintenant, on est capable de prendre des décisions plus intelligentes. Donc, on a l'aspect connectivité est réglé, l'aspect compilation est réglé, l'aspect comptabilisation des transactions et de rapprochement bancaire et de sa comptabilisation et la conciliation est faite. Donc là, je peux finalement faire du travail de trésorier. Je peux finalement prendre des décisions financières. On dit toujours la comptabilité, les finances, la trésorerie, on veut être à la table, mais c'est sûr que si on est pogné devant nos Excel à compiler, à comparer, puis de voir si c'est la bonne date puis de la bonne source, on ne peut pas aller à la table pour présenter des solutions d'amélioration, pour être un vrai partie prenante, pour être un vrai partner, pour investir dans les bonnes décisions ou pas. Donc, c'est comme ça qu'on se fait une place à la table, c'est qu'on automatise le travail ardu avant. Donc, ça, c'est juste un exemple d'un changement qu'on peut amener dans l'organisation. Et vraiment, en tant que comptable et trésorier, je veux que vous sachiez que tout impacte n'importe quelle décision, n'importe quelle transaction, n'importe quel événement à travers l'entreprise a un impact comptable, a un impact financier, a un impact sur l'encaissement. Un exemple, vous voulez lancer de nouveaux produits. Oh, mais c'est quoi notre prévision? Qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener des ventes. C'est quoi les leviers que nous avons? On a le prix, on a le volume. On veut améliorer notre marge. Bon, mais ça indique quoi? Comment je gère? Mais c'est quoi? Comment se varie? Mettons, je prends un nouveau fournisseur. Comment ça varie en qualité versus prix? Bien, toutes ces analyses-là que d'habitude les gens font puis qui ne voient pas vraiment l'implication des comptables ou de la finance ou de la trésorerie, bien, ce qui se fait à l'ingénierie, ce qui se fait à la conception, c'est ce qui se fait au niveau des actifs, ce qui fait au niveau de penser à si on augmente notre capacité d'entrepôt, si on choisit des différentes alternatives au niveau de partenaires logistiques. Toutes ces décisions-là, ils se prennent présentement sans les comptables, sans les trésoriers, parce qu'on est trop occupé à jouer avec la paperasse, à se comprendre dans notre spaghetti de système et d'interface. Mais si on automatise et on numérise le travail répétitif, récurrent, manuel, fatigant, où vraiment c'est un événement la fin du mois quand ça devrait être totalement automatisé. Quand les gens trippent parce que cette fin de semaine-là, ils rentrent tous à travailler, je sais, j'exagère, on ne trippe pas, on le fait. Ben, si c'est automatisé tout ça, ben, si on revient, si tout a été réglé, planifié, amélioré, automatisé et optimisé avant d'être automatisé, c'est là qu'on a le temps de respirer et de contribuer et d'avoir son apport sur tous les changements organisationnels qui vont avoir lieu. Et n'oubliez pas, c'est jamais la technologie pour la technologie. Le but, c'est d'augmenter
le rendement des parties prenantes, des employés, des fournisseurs, des fournisseurs, des investisseurs, tout le monde, pour être capable de contribuer au rendement, à la performance de l'entreprise. Et on veut améliorer les processus, appliquer la technologie, mais pas bleeding edge. Good enough. What is good enough? Qu'est-ce qui est assez? Et il faut rester pragmatique et garder le chemin le plus simple. Et on a un dicton que j'ai appris depuis que j'étais jeune. On disait keep it simple and stupid, pour être poli. Donc, quand Apollo 7 s'en allait à la Lune, ou visait la Lune, ou s'en allait en espace, ils avaient besoin d'un crayon qui pouvait écrire dans l'espace. Et la compagnie Fisher a demandé à NASA, ils ont dépensé des millions à développer le Space Pen. Regardez le nombre de morceaux qu'il y a dans le brevet qui a été appliqué par Paul Fisher. C'est vraiment génial. Et NASA a vraiment investi beaucoup de cœur et de sous là-dedans. Et voici la réponse soviétique. Un crayon gras. Donc, le but, ce n'est pas la technologie qui est la plus flyée qui gagne, c'est celui qui a le plus de rendement, celui qui, avec le moins de coûts, est capable de livrer autant de rendement que vous cherchiez. Donc, à ce point-là, je vais juste vous dire qu'on va offrir... là, on a parlé c'est quoi les problèmes, c'est quoi les exemples de choses qu'on veut améliorer, de quoi ça a de l'air. On a quand même développé un cours de transformation numérique de la fonction finance et trésorerie. Donc, comme je vous ai dit, c'est au-delà de juste la finance et trésorerie, mais on va y aller avec un angle, avec nos lunettes de finance et trésorerie. Idéalement, on va amener on a tous des défis de projets chez nous, dans nos entreprises. Le but, c'est de vous donner la méthode, la façon d'effectuer un diagnostic complet de cette observation, de cet irritant-là au sein de votre organisation, vous aider à identifier des opportunités d'amélioration. C'est un travail individuel pour votre entreprise ou votre projet ou votre start-up, etc. Et le rôle, c'est d'utiliser le coaching, utiliser vos camarades. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en sous-groupe, on va se challenger, trouver des pistes de solutions pour votre observation, vraie opportunité d'entreprise. Et ensemble, je vais vous donner les mêmes outils que j'ai décrits ici pour être capable de chercher des opportunités d'automatisation, de numérisation, mais surtout dans le but d'optimiser le processus et l'organisation. Donc, il y a de repenser au rôle de supervision ou le qui fait quoi en utilisant des fonctions, par exemple, qu'on a vu avec l'APQC, pour déterminer ensemble, en sous-groupe, des pistes d'amélioration qu'après, on se challenge en sous-groupe, toujours pour nourrir et enrichir votre observation, votre piste d'amélioration, pour vous aider, en fin de compte, à développer une recommandation que vous ferez à votre projet ou votre entreprise. Et le but, c'est de vous amener à travers tout le chemin et de bonifier cette approche, de le rendre plus rigoureux et d'aller chercher toutes les caractéristiques que j'ai mentionnées plus tôt lors de la présentation. Donc, c'est un cours de 3 demi-journées qui est sur notre site web. Il liste de Technologia, qui liste, vous allez avoir la chance de participer donc un lundi le 16 novembre, le matin. Donc, le but, c'est de vous présenter le cours, vous aider à développer votre opportunité. Vous aurez un peu de devoirs, vous aurez des devoirs à faire, à préciser maintenant que vous avez des nouveaux outils. Je resterai un peu avec vous en mode coaching après la première session pour vous bien diriger pour votre devoir. Vous revenez vendredi, on va travailler individuellement, puis ensuite en sous-groupe, puis on va présenter à l'ensemble du groupe. On va développer ensemble des pistes de solutions. Et là, vous allez partir encore avec un peu de devoir et je resterai encore 1 heure de plus après la formation du vendredi matin, le 20 novembre, à peaufiner votre recommandation parce qu'après, le lundi, le 23, je serai encore là un peu plus de bonne heure le matin pour vous aider à voir où c'est rendu, pour vous donner du feedback et prendre le lundi, le 23, jusqu'à midi pour présenter, bonifier et vous aider à montrer comment, avec des gabarits existants, comment présenter ça pour votre projet, à votre entreprise. Et voilà. Donc, c'est le temps. Je ne sais pas s'il y a un bouton qu'il faut que j'appuie pour accepter des questions, mais vous êtes les bienvenus si je me demande s'il n'y en a pas déjà eu dans le chat. Bon.
Donc, je pense que, je ne sais pas si quelqu'un peut, de technologie peut juste me pointer s'il y a eu des messages ou est-ce qu'il faut que je appuie un bouton qui dit Q&A, j'imagine? Bon, mais j'aurais voulu avoir des questions, mais je n'en entends pas. Je ne sais pas si c'est moi. Merci, merci beaucoup. Donc là, finalement, je vois les messages. Excellent. Donc, pour ceux qui demandent comment pour aller plus loin, n'hésitez pas. Le lien il est disponible. Il est dans le chat pour voir notre offre de formation sur la transformation numérique. Donc, je pense qu'il faudrait juste rafraîchir le lien parce que le lien que je vois, il parle encore d'intelligence artificielle, mais on est sous la rubrique de transformation numérique maintenant. Donc, ça, c'est réglé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos commentaires. Vous êtes les bienvenus. Et oui, comme je disais, c'est que quand vous allez amener votre opportunité comme c'est indiqué sur le syllabus, on veut vraiment prendre vos observations ou vos opportunités d'amélioration d'entreprise pour le travailler avec vous. Donc, le but, c'est vraiment si vous voulez devenir à la formation, où on va vous diriger à travers le chemin pour développer votre piste d'amélioration, de développer tous les critères qu'on veut au niveau des initiatives qu'il faut prendre pour y arriver, que ce soit des initiatives interrelationnelles, que ce soit technologique, que ce soit organisationnel, des changements à l'organisation qu'il faut amener, au niveau du processus, qu'est-ce qui va changer, au niveau d'implication technologique, comment on fait pour choisir le meilleur d'un type, celui qui a le meilleur fit dans le fond pour notre organisation. Donc, des projets par exemple, de sélection d'un outil spécifique, que ce soit au domaine de gestion d'entrepôt, que ce soit au niveau de gestion de la trésorerie, que ce soit pour le grand livre. Il y a plusieurs versions, plusieurs applications pour un système, comme par exemple, est-ce que c'est Workday que vous voulez prendre en RH ou HRWise ou Ceridian? C'est quoi la différence? Comment on fait ça? Donc, le but, c'est de vous aider à travers la sélection, par la suite, vous aider à changer les processus ou adapter vos processus pour que la nouvelle technologie euh, qui va vous aider à numériser votre processus est adaptée aussi à vos gens, c'est-à-dire qu'ils sont bien formés pour mettre en place les changements souhaités. Donc, tout ça, on va les adresser dans le cours. Et par la suite, si jamais il y a besoin de vous appuyer davantage au-delà de la formation qu'on vous a voulu vous habiliter à être euh, euh, capable de faire ça, évidemment, il y a d'autres options qui peuvent se présenter à vous, que ce soit au niveau des services professionnels ou au niveau de l'encadrement de projets, etc. Mais on en parlera vraiment beaucoup plus en avantage dans le contenu du cours. Donc, je crois, c'est pas de questions. Donc, oui, il y a une offre de service pour vous aider. Comment on fait pour aller plus loin? Ben, c'est ça. Donc, on va vraiment les adresser le syllabus du cours est disponible. C'est assez détaillé. Il y a 3 unités d'apprentissage. Le premier se concentre vraiment sur l'identification des opportunités, de comment on fait un diagnostic avec les sources internes et externes, comment on peut faire du balisage avec les sources qu'on avait mentionnées dans le cours, comme dans le webinaire, comme la classification des processus, les metrics qu'il y a pour chacune, comment ça marche. Et à partir de là, la deuxième unité de l'apprentissage, c'est on se concentre sur toutes les solutions disponibles. Donc, c'est quoi les différents CRM qui existent? C'est quoi les différents systèmes de gestion de la logistique qui existent? Comment ça marche le système
intégré avec mes développements que j'ai faits à l'interne avec mon site web ou avec mon site avec mes apps que mes clients utilisent déjà. Et maintenant, j'ai besoin d'étoffer, par exemple, la gestion d'inventaire ou d'étoffer ma sélection de routes de logistique ou d'étoffer, par exemple, mes RH parce que j'ai besoin maintenant, au lieu d'avoir des employés, avoir des employés des concessionnaires un peu du type conducteur de Uber que je vais, par exemple, utiliser pour livrer mes colis, etc. Donc, comment je fais pour sélectionner les meilleures plateformes qui évoluent avec ma croissance? Donc, c'est ça le but, de vous aider à choisir. Au sein des services financiers, je sais qu'il y a beaucoup de fintech, beaucoup de solutions qui émergent. Donc, comment je fais pour arrimer ces nouvelles plateformes, ces nouvelles technologies fintech que je veux implanter ou que j'ai investi? Comment je le fais pour arrimer avec mes technologies existantes? Dans le cas des assureurs au Québec, on travaille déjà avec des gens, par exemple, des gens qui ont des solutions qui ont implanté, par exemple, au Vietnam, où, par exemple, ils vont jusqu'à, je pense que c'est au Myanmar, où tu achètes des souliers de course et tu es capable d'acheter une petite assurance sur tes souliers de course si jamais quelque chose arrive dans ton entraînement ou que ça se déchire, etc. Quelque chose que nous, on ne fait pas culturellement ici, on n'a pas ça, mais au Myanmar, ça existe. Donc, nous, on veut apprendre de ça. Donc, on a amené leur plateforme super light pour être capable de faire ces polices d'assurance, pour les appliquer pour nos assureurs de Québec, pour les prendre, pour faire des nouveaux regroupements rapidement, de lancer des polices, et même de servir de cette plateforme-là pour amener des polices, pour les nouveaux clients qui prennent ces polices-là, de graduellement amener leurs anciennes polices et faire la migration off des grandes plateformes d'Oracle en assurance. Donc, il y a beaucoup d'opportunités d'utiliser les nouvelles technologies et les arrimer avec les technologies existantes. Donc voilà. Donc voilà, j'ai vu dans le Q&A, je pense que j'ai fait le tour des questions qu'il y avait. Donc merci beaucoup, merci à ceux qui nous quittent. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Quels sont les prérequis minimums pour suivre le cours? Écoutez, il n'y a pas vraiment de prérequis parce que le but, c'est justement de vous outiller, d'être capable d'imaginer des solutions qu'on va vous aider. On a beaucoup d'exemples et le but de travailler ensemble, en sous-groupe, c'est de se nourrir, de se challenger, de se donner de nouvelles idées. Pareil comme on fait dans les services professionnels. Donc, vous êtes capable de prendre une problématique que vous avez. La première question que je pose en formation, c'est ce que vous percevez comme défi. Est-ce que les autres à l'entreprise le perçoivent aussi? Donc, si vous êtes le seul, des fois, c'est bien, mais on n'est pas souvent. C'est quelque chose qui est apparent que les autres le trouvent, ce problème-là aussi, mais personne n'ose le changer. Donc, parfait. Les autres perçoivent aussi ce problème, ce besoin de changement. Donc, c'est quoi le problème? C'est quoi l'irritant? Donc, est-ce que c'est vraiment le problème source? Qu'est-ce qui est le problème source là-dessus? Donc, on va reculer, on va aller à voir c'est quoi tous les éléments qui influent, qui génèrent ce problème. Par exemple, quelqu'un qui va dire, ah, le scanner est toujours brisé, on n'est pas capable de numériser tous les documents. OK, parfait. Donc, c'est quoi ce besoin? Ah, c'est parce qu'on arrive tout en même temps, puis elle est toujours vide, mais quand on a besoin, tout le monde a besoin en même temps. Donc, on essaie de comprendre c'est comment qu'on travaille. Comment qu'on travaille, soit dans une usine, soit dans un bureau, et de voir c'est quoi l'impact de ce processus-là dans ce qui arrive à tout le monde. À partir de là, on va aller chercher des solutions, des pistes de solutions, des choses qui pourraient être implantées. Ça peut être système, mais ça peut être des changements au niveau du processus. Et on peut numériser sans la technologie trop complexe. Donc, le but, c'est d'enlever les activités récurrentes, répétitives, manuelles, et le but, c'est d'encadrer ce travail routinier par des contrôles pour que quand on l'automatise et qu'on va faire d'autres choses à supposément valeur plus ajoutée, que ces éléments-là qu'on a automatisés continuent de travailler tel que prévu. Et le défi qu'on a, c'est dans beaucoup de travail d'automatisation qu'on entreprend, on pense toujours au happy path. Le processus, c'est comme ça quand ça marche très bien. Mais on ne pense pas à toutes les exceptions et tous les potentiels de bris. Et c'est de là que je parlais dans la présentation du webinaire, les interruptions potentielles aux opérations. Il faut vraiment penser au what could go wrong. C'est très important. Qu'est-ce qui risque de ne pas marcher? Oui, voici le processus, je l'ai implanté, il marche. Mais quand ça ne marche plus, ça brise, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est tous sur le cloud, mais que là, ce jour-là, il n'y a pas d'Internet, comment on fait ça? Donc, c'est quoi mes solutions de rechange? Donc,
pas seulement y penser, imaginer, mais aussi documenter et avoir des processus qui sont utilisés par tous et formés. Donc, voilà. J'ai quand même encore une trentaine de personnes qui sont avec nous. Merci beaucoup. Il est rendu à 12h51. Moi, ça me fait plaisir de rester avec vous au moins jusqu'à 13h à répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas, mais sentez-vous à l'aise de quitter quand vous aurez fini. Et merci beaucoup d'avoir participé et je vous encourage fortement d'aller voir le site de Technologia et de vous enregistrer pour la formation qu'on va avoir à partir du 16 novembre. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer, de parler de vos défis, de voir comment on peut contribuer à vous rendre autonome dans la réalisation de ce changement, cette numérisation, cette transformation numérique des différents processus que vous voulez améliorer au sein de votre entreprise. Et on demeure disponible pour faire tout autre projet connexe ou intégral à votre